théorie du scénario, l'un des moments importants dans son élaboration est de déterminer le couple protagoniste-objectif. Celui-ci constitue un peu la ligne directrice du projet. Et même pour des questions en quelque sorte de clarté, il est parfois recommandé aux jeunes scénaristes en herbe d'énoncer clairement l'objectif, pour s'assurer qu'il soit bien compris. Cette scène constitue ce qui s'appelle la déclaration d'objectif, tout simplement. Puis tout le récit s'articulera à savoir si oui ou non il va atteindre celui-ci. Va-t-il réussir à braquer cette banque? Va-t-il réussir à séduire cette personne? Va-t-il réussir à sortir de prison? Et j'en passe. Parfois, pour se sortir de cette mécanique un peu vue et revue, on a des scénarios où l'objectif n'est certes pas atteint, mais où la conclusion est de montrer que l'aventure menée et les péripéties ont suffi à faire grandir le protagoniste. Tout cela n'a pas été vain. Mais il existe aussi des histoires qui remettent en question la déclaration d'objectif en elle-même. Est-elle réellement si fiable que cela? En d'autres termes, sommes-nous humains vraiment sincères dans l'énoncé de nos envies? Et c'est l'un des propos du film Stalker de Tarkovsky. Куда ты собрался, я тебя спрашиваю? Ведь ты же мне слово дал. Я же тебе поверила. Dans ce film, les personnages énoncent au départ des objectifs assez clairs. L'écrivain souhaite retrouver l'inspiration, le professeur/scientifique physicien veut faire de grandes découvertes scientifiques. Et ce film suit presque un déroulé de contes. Nous sommes dans un pays inconnu où une météorite a créé une zone étrange. Celle-ci obéit à ses propres règles. Et en son centre, il y a une salle où nos souhaits sont exaucés. La zone a été quadrillée militairement, mais personne n'ose y entrer étant donné sa nature insaisissable et sa dangerosité. Les seuls à pouvoir s'y aventurer sont les stalkers, qui donnent le titre au film. Seuls eux arrivent à comprendre et ressentir la zone pour naviguer au travers de celle-ci. C'est devenu un métier pour eux. Ils amènent avec eux et guident des personnes en quête de voir se matérialiser un désir particulier. Le récit est donc très simple, d'où mon rapprochement avec une mécanique de conte. Sans explication rationnelle aucune, il y a un endroit capable de rendre réels les souhaits d'une personne. Et la manière dont les choses sont nommées, là aussi très simplement, rappelle le conte initiatique. Il y a l'écrivain et le professeur, il y a le guide, le stalker, il y a la zone avec une majuscule et il y a la chambre avec une majuscule qui est le lieu à atteindre. On ramène donc les personnages à des sortes d'archétypes, et le récit développe une aventure à la morale universelle. А вы что, действительно профессор? Если угодно. Ну что ж, в таком случае разрешите представиться. Меня зовут... Вас зовут писатель. Хорошо, а как зовут меня? Вас? Вас профессор. Comme dit auparavant, les personnages d'abord énoncent donc des objectifs attendus et en accord avec leur profession. L'écrivain veut de l'inspiration pour écrire à nouveau de grandes œuvres qui marqueront son époque, et le professeur scientifique veut lui aussi retrouver une flamme qui l'amènera à faire de grandes découvertes et peut-être gagner un prix Nobel. Participer donc à la grande œuvre de la connaissance et de compréhension de l'univers et marquer l'histoire de la science. Rien de choquant ou d'étonnant par rapport à l'archétype qu'ils sont censés incarner, justement. Des choses aussi plutôt glorifiées socialement, qui ne sont presque jamais perçues comme mauvaises. Des envies qui paraissent plutôt nobles et justes, du moins quand elles sont énoncées de la sorte, justement. Or, lors de leur aventure au sein de cette zone, en la parcourant, ils vont justement petit à petit se révéler et commencer à se questionner sur la nature même, sur la nature profonde de leur objectif. Et même déjà, au tout début de l'aventure, on plante des graines de doute sur leur réelle envie. L'écrivain lance notamment: Но с другой стороны, если меня не будут читать через 100 лет, то на кой мне хрен тогда вообще писать? Ici, il paraît justement un peu moins noble, en disant qu'il ne voit aucun intérêt à écrire s'il n'est pas lu dans 100 ans, perçoit la personne qui cherche aussi la gloire à travers ses écrits. Il n'est plus seulement question de faire de belles œuvres, d'écrire pour la beauté de l'art littéraire, il s'agit aussi d'une entreprise personnelle de satisfaction de son ego, atteindre en quelque sorte une forme d'immortalité par sa production artistique. La question esthétique paraît alors reléguée au second plan. Душу вложишь, сердце свое вложишь, сожрут и душу, и сердце. Мерзость вынешь из души, жрут мерзость. Au cours du récit aussi, nous allons découvrir petit à petit l'histoire de Porc-Épic, le surnom du maître du stalker du film, qui a formé ce dernier pendant longtemps à arpenter la zone. On nous informe assez rapidement comment sa vie s'est terminée. В один прекрасный день дикобраз вернулся отсюда и неожиданно разбогател. Немыслимо разбогател. Это что, наказание такое? А через неделю повесился. Donc, il est un jour revenu de la zone et a commencé à être très très riche de nulle part. En même pas une semaine, il se pend. Ce qui surprend l'écrivain qui trouve étonnant de se pendre alors que l'on accède à la richesse.
Il s'agit d'ailleurs là aussi d'une phrase qui fait révéler en un sens son désir de façon détournée. Par le succès de ses écrits, lui aimerait visiblement aussi accéder à de la richesse économique. Mais revenons-en à Porc-Épic. Le stalker, au cours de leur périple, nous apprend aussi qu'il est important de l'écouter et de suivre ses recommandations, car la zone est très dangereuse, à tel point que son maître a perdu son frère lors d'une expédition dans celle-ci. Et donc, arrivé au seuil de la chambre, les accompagnants comprennent enfin ce qui est arrivé. Porc-Épic est entré dans celle-ci en implorant de faire ressusciter son frère décédé, mais au lieu de cela, la chambre l'a rendu riche. La chambre n'exauce donc pas un souhait énoncé. Elle réalise notre désir profond sans détour. Et la réalisation et la matérialisation que son désir n'était que cette chose profondément égoïste et vénale qui est être riche, l'a tué. Il n'a pas supporté ce reflet trop honnête de sa personnalité. Да он поэтому уже на коленях ползал, брата вымаливал. А получил кучу денег. И ничего иного получить не мог. Потому что дикобразу дикобразово. Et c'est là le côté profondément dangereux de cette zone. Celle-ci n'est pas là à écouter une requête précise et spécifique. Tu ne peux pas y venir avec une intention parfaitement noble et acceptée socialement, puis être sûr de sa réalisation. Non, la chambre va fouiller dans les retranchements de ton âme, dans ton désir enfoui le plus profond. Celui-là même que tu n'oses pas admettre aux autres car il paraît forcément égocentré et vain. Cela peut être un désir de célébrité, de popularité, de richesse, et la chambre ne fait pas de circonvolution. Elle te l'accorde directement sans l'excuse sociale. Par exemple, l'écrivain peut-être ne désire que la célébrité et la richesse. La chambre lui accordera ces deux choses sans passer par le succès littéraire. Pourtant, c'est bien l'excuse qu'il aurait aimé utiliser à la face du monde. Oui, je suis riche et célèbre, mais rien de tout cela n'était voulu. C'est simplement une conséquence de mon envie première d'écrire, un effet secondaire avec lequel je dois composer. Car il ne serait pas bien vu de dire haut et fort « je n'ai écrit que pour l'argent et la gloire ». Cela le desservira. Il en est même peut-être venu à se convaincre lui-même que ses intentions étaient tout de même plus nobles. Mais en pénétrant la chambre, on ne peut plus faire semblant. On ne peut plus se cacher derrière des nobles intentions. Elle nous tend peut-être un reflet profondément dégoûtant de notre âme. Elle nous fait directement accéder à la richesse, sans subterfuge, sans camouflet. C'est pourquoi le stalker se refuse à pénétrer dans la chambre. Il sait et voit que, par exemple, il prend plaisir à guider les gens dans la zone. Il a goût à cette puissance, et cela l'effraie. Il sent en quelque sorte que son désir le plus profond n'est pas quelque chose de noble. Il a probablement une envie de contrôle, de pouvoir. Il préfère ne pas le savoir de façon sûre et certaine. Сталкеру нельзя входить в комнату. Сталкеру вообще нельзя входить в зону с корыстной целью. Et ça s'entend. Beaucoup de personnes, je pense, préféreraient ne pas savoir qu'ils sont vénaux plutôt que de vivre avec la certitude qu'ils le sont. La chambre risque de ne pas révéler la noblesse de notre âme. Tout le contraire, il faudra vivre avec. C'est ce qui a tué Porc-Épic et probablement beaucoup d'autres personnes. C'est ce qui amène l'écrivain à dire ceci. Не может быть у отдельного человека такой ненависти или, скажем, такой любви, которая распространялась бы на все человечество. Ну, деньги, баба, ну, там месть, чтоб начальника машиной переехал. Ну, это туда-сюда. А власть над миром, справедливое общество, царство Божие на земле. Это ведь не желание, а идеология, действия, концепции. Il comprend ici que les désirs humains sont des choses souvent bien terre-à-terre, bassement pragmatiques, qui nous concernent directement. Un monde plus juste, c'est un concept, une idéologie à laquelle on peut adhérer, mais à sa propre échelle, l'humain désire juste de l'argent par exemple. Le film nous amène alors à réfléchir sur nos propres envies. Qu'est-ce que je veux réellement et sincèrement? Si moi je pénétrais dans cette chambre, comment j'en ressortirais? À quel point je mens aux autres ou à moi-même dans mes objectifs de vie? Bref, regardez Stalker, je vous en ai beaucoup parlé, mais il est encore bien plus riche que tout ce que je viens d'en dire. Et je vais conclure cette vidéo en évoquant un autre film qui s'appuie aussi sur une mécanique de conte moral et qui élabore un propos similaire, Les Contes de la lune vague après la pluie de Mizoguchi. 前にうまくいったからこの次もまたうまくいくとは限りません。あなたの身にもしものことでも。Alors qu'une guerre éclate, deux artisans commerçants voient leur affaire fructifier. Le conflit fait augmenter les prix et ils en profitent. Ils travaillent alors davantage en espérant continuer à se faire encore plus d'argent et se rêvent déjà riches. Mais leur épouse les retient un peu. Elle tempère leurs ardeurs et les rappelle à leur rôle de père ou de mari au sein du foyer. Eux, toutefois, ne voient rien de mal dans leur entreprise. Ils font cela justement pour le bien du foyer, pour assurer à tous un avenir radieux dans la sérénité et l'opulence. Pourtant, justement, quand Obei accède enfin à son statut de samouraï tant rêvé, il se détourne de sa femme et profite de sa popularité nouvelle en fréquentant les maisons closes de la ville voisine. Derrière l'excuse noble de travailler pour sa famille, il ne rêvait en réalité que de gloire personnelle. Obei est un personnage qui aurait pénétré la chambre en énonçant
sans souhaiter devenir samouraï pour la prospérité de sa famille et de son foyer, mais en serait ressorti juste entouré de prostituées qui l'adulent. Ses motivations profondes n'avaient rien de noble et tout d'égoïste. Jean Douchet, dans son analyse du film, parle ainsi du réalisateur japonais. Pour Mizoguchi, l'art doit être utile, aider les gens à vivre, à comprendre, à aimer. Ici, comme dans Stalker, il nous amène à nous questionner sur nos motivations profondes. Sommes-nous sûrs de réellement travailler et de nous enrichir pour les bonnes raisons? Sommes-nous, là aussi, vraiment honnêtes avec nos objectifs énoncés? いくら言ってもお前さんはバカだから自分で不幸せな目に遭わなきゃ気がつかなかったんだね。戦が俺たちの望みを歪めてしまったんだ。